Voilà, auditrices, auditeurs de la fréquence de la paix, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde dans le cadre de la célébration de la Journée des Nations Unies qui intervient tous les 24 octobre de chaque année. Cette année, Guira FM et les agences du système des Nations Unies se proposent de passer en revue les différents piliers de l'ODD, donc entendez, Objectif de développement durable. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'ODD 10 qui porte sur la réduction des inégalités. La réalisation des objectifs du millénaire du développement qui visait l'élimination de la pauvreté a pris fin en 2015 et l'année 2016 a inauguré le lancement officiel du programme de développement durable à l'horizon 2030. Ce programme, adopté par les dirigeants politiques du monde entier en septembre dernier à l'ONU, se compose de 17 objectifs de développement durable à atteindre dans les 15 prochaines années. Les 17 objectifs de développement durable sont la vision de l'humanité que nous partageons et un contrat social entre les dirigeants du monde et les peuples. Ces objectifs sont interconnectés et pour ne pas laisser quelques personnes que ce soit de côté, il est important de les atteindre tous et chacune de leurs cibles doit être atteinte d'ici 2030. Alors pour débattre justement de ce point, de ce pilier 10 de l'objectif du développement durable, nous avons autour de cette table, nous avons Shannon Meldier qui est chargée de programme à l'ONU-SIDA. Et nous avons aussi Raymond Goula qui est assistant du représentant de l'UNFPA. Monsieur Raymond, bonjour. Bonjour. Shannon, bonjour. Bonjour. Voilà, donc nous allons commencer notre émission par des généralités pour parler un peu de l'objectif de développement durable. Et nous le disions tout à l'heure, cet objectif 10 porte essentiellement sur la réduction des inégalités. En fait, je commence par toi, Raymond, avant de venir à l'autre. Quand on parle donc d'inégalité, en fait, de quoi s'agit-il pour l'UNFPA? Merci Bernard Guiwa. Lorsque nous parlons d'inégalité en ce qui concerne l'UNFPA, il s'agit de réduire l'écart qui existe entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Voilà, donc réduire les cas qui existent entre les hommes et les femmes, garçons et les filles. Mais est-ce que en fait la situation, comment dirais-je, économique, la situation sociale entre pauvres et riches, ça aussi, est-ce que c'est pas des inégalités sur lesquelles il faudrait porter un regard? Balayons large un tout petit peu, Raymond. Effectivement, lorsque on réduit l'écart ou bien le déséquilibre qui existe entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons, c'est en fait pour permettre de réduire in fine la pauvreté. Voilà. C'est pour contribuer à la pauvreté, à la réduction de la pauvreté, autant pour moi. Donc vous savez que quand on prend le cas de la RCA, et c'est la même situation pour tous les pays de l'Afrique au sud du Sahara, plus de 50% de la population est constituée par les femmes, n'est-ce pas? Ouais. Mais malheureusement, leur travail n'est pas suffisamment valorisé. Ok? Ouais. Quand on ne valorise pas le travail de la femme, du coup, cette frange de la population est laissée pour compte, est mise de côté. Il en est de même lorsque vous voyez la situation de la population dans le monde et même en Afrique. En Centrafrique, plus de 70% de la population est constituée par les jeunes. Vous voyez, c'est énorme. Si vous ne prenez pas en compte les besoins et les aspirations des jeunes, vous ne pouvez pas réduire la pauvreté. Vous allez créer des gens qui sont frustrés et du coup, la pauvreté ira en grandissant. Voilà, merci Raymond. Je crois qu'on va se retrouver vers Shannon. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, du point de vue, par exemple, de la santé, de l'ONU-SIDA. Je ne sais pas quelle lecture, quand on parle d'inégalité, qu'est-ce que l'ONU-SIDA pense? Donc, nous, après, ça fait pratiquement 4 décennies qu'on est dans la lutte contre le VIH. Et le résumé de ces 4 décennies ont montré que les inégalités juridiques, sociales,
contribue à la vulnérabilité excusez-moi, et limite l'accès aux services de prévention, de traitement et de soutien. Donc, le VIH affecte gravement les communautés les plus vulnérables et sans pouvoir. Et ces inégalités-là, comment pensez-vous qu'on puisse vraiment les réduire si c'est dit, si ça se présente comme vous le décrivez? Donc, les inégalités, il faut les réduire déjà par des systèmes de prévention. D'accès à tous aux soins, d'accès aux femmes enceintes, aux soins, à la gratuité des soins. Toutes ces inégalités pourraient être réduites par ça. Il est aussi apparu sur le terrain, Shannon, que ceux qui ont les possibilités, ceux qui ont les moyens, ont la possibilité d'accéder facilement, sont mieux vus, peuvent accéder aux médicaments, peuvent accéder aux services de prévention par rapport à ceux qui sont dans le monde rural et autres. Est-ce que vous avez pu faire ce constat du point de vue de l'ONU? Donc, il est vrai que ceux qui ont plus les moyens peuvent avoir accès plus facilement aux soins. Ça, c'est partout, pas forcément en Afrique, même en Europe, dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Mais j'ai remarqué qu'ici en Centrafrique, avec le ministère de la Santé et tous les décrets de loi et les projets de loi sur la gratuité ciblée, ils essayent vraiment de mettre ça en place. Que les femmes, les enfants de moins de 5 ans, les jeunes puissent avoir accès aux soins gratuits. Donc, je pense que peu à peu, beaucoup de pays en Afrique, et en particulièrement la RCA, tentent à ça. Et je pense qu'avec l'impulsion du gouvernement actuellement, on va y arriver. On va y arriver. Très bien. Je m'adresse à Raymond cette fois-ci. Raymond, je crois que l'UNFPA a quand même une politique pour un tout petit peu rester dans la logique de cette réduction des inégalités au sein des populations. Nous savons que tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité. Il y a des populations qu'on dit parfois marginalisées, des communautés par exemple d'indigènes et autres, tout ça, qui ne sont pas traitées de la même manière que les citadins d'une manière générale. Quelle est l'approche de l'UNFPA pour réduire ces inégalités entre les communautés, entre les populations qui sont les moins nantis par rapport aux autres? Très bien. L'UNFPA a un cadre de travail qui se trouve être son plan stratégique. On a eu différents plans de stratégie et pour cette année, nous avons un plan stratégique qui couvre la période 2018-2021. Et donc dans ce plan stratégique 2018-2021, l'UNFPA a inscrit à bonne place l'approche qui doit permettre de contribuer à la réduction des inégalités. Sur le plan de la santé, sur le plan de la promotion des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction, sur le plan de l'autonomisation des adolescents et des jeunes, sur le plan de la lutte contre les violences basées sur le genre, vous savez que c'est un fléau, et surtout pour la République centrafricaine. C'est un fléau qui, avec avec la situation qui prévoit actuellement, le contexte sécuritaire, ce fléau s'est aggravé. Les violences basées sur le genre. Donc, l'UNFPA, dans son approche, apporte un appui au gouvernement pour que les femmes soient traitées avec plus de dignité. Donc, nous travaillons avec les partenaires, avec le gouvernement, beaucoup plus le ministère de la promotion de la femme, pour que des lois soient prises pour faire en sorte que aucune femme ne puisse souffrir de violences sexuelle. D'un autre côté, il y a la mise à la disposition des populations, surtout les populations marginalisées. Comme vous savez, nous sommes dans un contexte de crise. Et dans un contexte de crise, l'accès des populations, surtout les femmes, les filles, aux services de santé est critique. Donc, nous apportons un appui au gouvernement sur ce plan pour que les services, les produits de santé de la reproduction, les produits contraceptifs soient disponibles un peu partout pour que la femme, si elle a besoin, parce que c'est un droit à accéder aux contraceptifs, aux services de planification familiale, c'est un droit. Donc, il faudrait que quand une femme en a besoin, il faudrait qu'elle trouve ces produits et au moindre coût et quand elle désire. Donc, sur ce plan, nous appuyons le gouvernement pour rendre disponibles ces services. Pour les jeunes, nous intervenons aussi en appuyant le gouvernement pour élaborer les politiques nationales de la jeunesse. Il y a une politique qui a été déjà élaborée depuis 2006
Et nous sommes en train d'appuyer le gouvernement pour que cette politique soit actualisée pour prendre en compte les besoins actuels des jeunes. Parce que c'est dynamique. Donc, nous apportons cet appui et en même temps, nous intervenons pour renforcer les capacités des jeunes. Pour que ces jeunes-là vivent à l'abri du VIH-Sida. Pour que ces jeunes puissent avoir une santé sexuelle et reproductive saine. Parce que une population qui est malade, comme vous le savez, ne peut pas produire. Et quand on ne produit pas, on ne peut pas parler de croissance économique. Et quand on ne parle pas de croissance économique, ça crée une situation de pauvreté et une situation d'inégalité. Oui, vraiment, peut-être avant de te laisser continuer, tu le sais autant que moi que notre pays se situe dans un contexte de conflit. Nous savons qu'il y a plus de la moitié de notre pays occupé par les groupes armés. Il y a des gens qui sont sur les camps de déplacement. Il y a des gens qui ne sont plus chez eux. Comment est-ce que vous faites pour atteindre ces cibles que vous définissez? Les femmes, comment vous faites pour qu'ils puissent accéder justement à ces services-là quand ils ne sont pas chez eux, quand ils ne sont pas à proximité des formations sanitaires qui offrent ces services? Comment vous faites? Effectivement, l'UNFPA ne travaille pas seulement comme je l'ai souligné tout à l'heure, ne travaille pas seulement dans un contexte plutôt, autant pour moi, de développement. L'UNFPA aussi travaille dans un contexte humanitaire d'urgence. Donc, pour le cas que vous venez de citer, lorsque les populations, pour une raison de sécurité, quittent leur domicile pour être dans des endroits plus sécurisés que vous appelez les sites des déplacés internes, l'UNFPA appuie le gouvernement, intervient pour que ceux qui sont sur les sites puissent avoir accès aisément aux services de santé sexuelle et de la reproduction, puissent accéder aux informations. Parce que si vous n'avez pas d'informations, vous ne pouvez pas gérer votre santé. Vous ne pouvez pas aussi gérer tout ce qui concourt à votre bien-être. Donc, nous intervenons à travers des partenaires d'exécution, à travers le gouvernement, pour que ces populations qui, sans le vouloir, ont quitté leur domicile, puissent accéder au même titre que les autres aux services qui doivent leur permettre d'avoir un bien-être. Voilà. Bon, puisque nous parlons UNFPA, nous restons avec vous, Raymond, pour dire qu'en fait, voulez-vous nous dire au jour d'aujourd'hui, par exemple, le travail qui se fait, par exemple, pour la prévention du VIH-Sida? Je crois que ça met à l'aise Chanel dont le sida est son dada de tous les jours. Qu'est-ce qui se fait justement pour la prévention du VIH-Sida, alors que nous savons au jour d'aujourd'hui que le VIH-Sida est encore présent sur le territoire national, la prévalence est plus pointue dans certaines régions que d'autres. Qu'est-ce que vous faites pour que les jeunes soient protégés de cette maladie-là, surtout en termes de prévention? Tout à fait. Effectivement, le VIH-Sida, c'est une situation très préoccupante pour la RCA. Et comme vous l'avez dit, dans certaines régions, pour des questions de proximité ou bien des questions économiques, la prévalence continue de, je dirais, passez-moi le terme, de grimper. Ok, qu'est-ce que l'UNFPA fait? Premièrement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est de mettre à la disposition des jeunes l'information pour se protéger contre le VIH. Parce qu'il faut avoir l'information. Comment se protéger? Un jeune, vous ne pouvez pas lui dire de ne pas avoir des rapports sexuels. Ça, c'est aussi un droit. Mais pour avoir les rapports sexuels, il faudrait que ces rapports sexuels soient protégés. Et comment? Il faut avoir l'information. Deuxièmement, l'UNFPA, nous mettons à la disposition de la population et surtout des jeunes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, les préservatifs. Donc, disponibles les préservatifs, parce qu'il faut se dire que en tant que UNFPA, nous sommes beaucoup plus dans la prévention primaire. Okay. Donc, nous mettons... Oui, prévention primaire, c'est-à-dire? C'est-à-dire que on sensibilise les populations. On ne donne même pas à disposition les ARV. Ça, ce n'est pas le mandat primaire de l'UNFPA. Notre mandat, c'est d'abord de dire à la population, faites attention. Lorsque vous voulez avoir des rapports sexuels, prémunissez-vous pour que ce soit un rapport sexuel protégé. Voilà. Donc, on donne l'information. Et en plus de cela, on donne aussi les outils, comme je disais, les préservatifs, pour que
les gens se protègent mieux lorsqu'ils doivent avoir les rapports sexuels. Donc voilà, et nous le faisons autant dans les sites de déplacés internes, comme vous avez dit, et c'est vrai que le risque zéro n'existe pas, mais nous faisons tout notre possible pour que les préservatifs soient disponibles. Voilà, je reviens sur un point que tu avais évoqué tout à l'heure, les violences basées sur le genre. Nous savons que dans notre pays, les pesanteurs socioculturelles sont encore vraiment présentes, sont encore pesantes sur nos communautés, et surtout cela joue en défaveur de la femme qui parfois, malgré certains sévices subis, continue de, comment dirais-je, ne peut pas se plaindre, ne peut pas aller au service. Donc voilà, je voudrais seulement savoir, est-ce que l'UNFPA fait quelque chose pour que les femmes aient accès, par exemple, aux services juridiques pour pouvoir se plaindre, pour pouvoir avoir réparation, pour être protégées. Est-ce qu'il y a des mécanismes que vous suivez dans ce sens-là? Oui, nous travaillons au quotidien, comme je disais, dans le cadre de notre plan stratégique. Ça fait partie de notre mandat, ça fait partie de notre niche, la lutte contre les violences basées sur le genre, même en situation de crise. Et dans notre programme pays, le 8e en cours qui va jusqu'à 2021, la lutte contre les violences basées sur le genre également font partie d'un de nos résultats, de nos réalisations. Et donc, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous travaillons avec, comme je disais, nous travaillons avec les ONG internationales et les ONG nationales pour que l'information, qu'on puisse renforcer les capacités des populations par rapport aux violences basées sur le genre. En termes d'information d'abord. Et maintenant, quand il y a des victimes, comment faire pour que ces victimes accèdent dans les 72 heures aux services. Donc nous donnons l'information par rapport aux services existants et nous travaillons également avec les prestataires de services au niveau des hôpitaux pour la prise en charge de ces violences basées sur le genre. Pour la prise en charge juridique, nous travaillons également avec l'AFJC. Nous travaillons avec l'AFJC qui est à l'expertise reconnue dans ce domaine pour que les femmes puissent accéder à leurs droits, parce que les violences, comme vous le savez, vous l'avez souligné, c'est un crime et c'est même une question de santé publique. Donc c'est anormal qu'une femme puisse être violentée pour rien. Donc dans ce domaine, nous travaillons au quotidien pour que les services soient disponibles, pour que la prise en charge juridique, on travaille avec les autres partenaires de développement, avec les autres agences, pour que ça soit effectif sur le terrain. Nous travaillons également avec le gouvernement pour que les textes soient pris, pour mettre fin à ces violences. Donc, voici ce que nous faisons pour la prise en charge des violences basées sur le genre. Un autre aspect, comme nous, pour rester dans la logique justement de notre objectif numéro 10, qui parle de la réduction des inégalités, je crois que cette réduction passe aussi par l'autonomisation socio-économique des entités de nos communautés, mais surtout des femmes. Parce que tu l'as souligné ici, on sait que pour les revenus dans nos communautés, parfois même si c'est la femme qui cultive, qui vend les produits champêtres, l'argent c'est géré par l'homme, les décisions sont prises par l'homme. Est-ce que l'UNFPA intervient pour renforcer les capacités économiques et financières des femmes? Est-ce que vous avez des volets pour les activités génératrices de revenus, oui ou non, pour autonomiser nos mamans, nos femmes aujourd'hui? Oui, justement, comme vous le dites, nous travaillons avec nos partenaires. Une fois que le problème est identifié, ensemble, on arrête ce qu'il faut faire pour que les femmes puissent développer leur activité génératrice de revenus. Par le passé, nous avons travaillé avec des organisations nationales, des organisations internationales qui ont renforcé les capacités des femmes pour que ces femmes puissent, ne serait-ce qu'apprendre un métier. Vous voyez, je prends le cas des femmes qui souffrent de fistule obstétricale.
vous savez, c'est aussi une question d'inégalité. Et donc, les femmes, quand une femme souffre de fissure obstétricale, cette femme est rejetée par la communauté. Alors, dans un premier temps, on amène la femme pour que la fissure obstétricale soit réparée. Et une fois que c'est réparé, on aide la femme à être réinsérée dans la communauté. On donne les moyens pour que cette femme-là puisse retrouver ses capacités pour travailler, pour contribuer au développement de son pays, de sa communauté d'abord, et au développement du pays. Donc, en termes d'autonomisation, il n'y a pas que seulement remettre les espèces, parce que souvent, quand on parle d'autonomisation, on pense que c'est les espèces. Non, ce ne sont pas les espèces seulement. Il faut amener la femme à se prendre en charge d'abord, à travers, il faut renforcer ses compétences. Si elle doit mener des activités génératrices de revenus, il faudrait qu'elle ait les compétences pour gérer ces activités génératrices de revenus. Donc, nous travaillons sur cet aspect. Voilà, donc, auditrices, auditeurs de la fréquence de la paix, nous étions sur cette table ronde qui s'inscrit dans le contexte de la célébration de la Journée des Nations Unies qui aura lieu effectivement demain, le 24 octobre. Et nous avons autour de cette table les partenaires de l'UNFPA et de l'ONU-SIDA. Tout à l'heure, je serai avec Shannon pour parler un tout petit peu de l'ONU-SIDA. Mais Raymond Goula est en train de nous situer, de nous édifier justement sur les activités de l'UNFPA qui portent sur si vous voulez, les violences basées sur le genre, les actions en faveur de la santé et les actions qui se font pour l'autonomisation socio-économique des femmes. Il y a aussi l'ONU-SIDA qui est sur ce plateau, Shannon. Donc, je voudrais que nous puissions un tout petit peu parler de la situation du VIH-Sida dans notre pays, puisque ça fait partie du mandat de l'ONU-SIDA. Dites-nous au jour d'aujourd'hui si on doit faire un état des lieux, où est-ce que nous en sommes avec cette pandémie. D'accord. Donc, l'état des lieux de la RCA, la RCA est le second pays le plus affecté par le VIH en Afrique centrale. C'est à peu près une prévalence autour de 4%. C'est 120 000 personnes vivant avec le VIH. On peut dire que c'est une épidémie de type généralisé, que l'épidémie est répandue sur tout le territoire avec des prévalences un peu discordes différentes. Par exemple, on est à 7% de prévalence à Bangui, on est à 11,5% dans le Haut-Boumou. Vraiment, ça y a discordance. Les populations les plus touchées, ce sont les populations dites populations clés, qui sont les professionnels du sexe, qui sont les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, qui sont les jeunes filles, c'est toutes ces populations-là. Il faut aussi noter que l'épidémie a prédominance féminine. C'est une épidémie avec 4,7% des femmes qui sont touchées par le VIH par rapport à que 3,3% des hommes. Donc c'est quand même une prédominance féminine. Il a noté, et puis avec un accès assez limité quand même au traitement. Il n'y a que 32% de la population qui ont accès aux antirétroviraux. Oui, mais dis-moi un peu, quelle est la tranche d'âge qui est plus touchée? Est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce sont les adultes? Quelle est la tranche d'âge qui est plus touchée? Donc la tranche d'âge, ça doit être les 15-49 ans. C'est comme ça qu'ils sont notés. Donc c'est 15-49 ans. Rappelez pour nos auditeurs, quel est le défi majeur aujourd'hui de l'ONU-SIDA en Centrafrique? Quel est le défi de son mandat où il devrait l'atteindre? Donc le défi de l'ONU-SIDA actuellement en Centrafrique, c'est de mettre toutes les personnes vivant avec le VIH sous traitement. Il faut que toutes les personnes qui vivent avec le VIH puissent avoir accès aux antirétroviraux, qu'ils soient à Bangui, qu'ils soient à Birao, qu'ils soient à Obo, que toutes les personnes puissent avoir accès aux antirétroviraux. L'autre défi également, c'est un accès à la prévention. Parce que c'est bien de donner les traitements, mais si les gens se prémunissent en l'information, comme disait tout à l'heure Raymond, à l'information de comment se prévenir du VIH, il y a des comportements qui ne vont pas adopter. Donc, les deux défis, ça va être les défis de la prévention et de l'accès au traitement pour ceux qui sont déjà malades, sur tous les territoires de la RCA. Je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu sur cet aspect qui porte sur la prévention, parce qu'en fait, autant prévenir que guérir. Pour la prévention, en fait,
quelles sont les actions majeures de l'ONU-SIDA pour que cela ne puisse pas, pour qu'on puisse faire une prévention efficace? Pourriez-vous nous le dire un tout petit peu? D'accord, on a plusieurs actions à ce niveau-là. Donc au niveau étatique, il y a quand même le Comité national de la lutte contre le sida ici en RCA, qui a, en partenariat avec le ministère de la Santé, qui ont adopté un plan de prévention national. Donc même l'UNFPA en fait partie. Et ce plan de prévention est développé pour différentes couches de la population, que ce soit les femmes enceintes et allaitantes, que ce soit les jeunes, que ce soit les jeunes hommes en âge de procréer, que ce soit par exemple les taxis-motos. En fait, dans ce plan de prévention, toutes les couches de la société sont abordées et des stratégies ont été inventées pour les toucher, pour les accompagner, pour les aider à atteindre ces informations sur la prévention. Donc ça, c'est un des éléments primordiaux dans la prévention. Il y a également l'accès aux condoms, que aussi nous travaillons dessus avec l'UNFPA. Nous accompagnons également les organisations de personnes vivant avec le VIH, telles que le RECAPEV ou les associations de jeunes femmes vivant avec le VIH en GIFAS, qui eux aussi font des causeries éducatives, vont dans les quartiers, ils vont dans les parties du pays, font des activités de prévention, discutent avec les gens, montrent les comportements à adopter. Toutes ces choses-là aident à la prévention. Voilà, je voudrais un tout petit peu qu'on se dise, tout à l'heure je t'ai suivi dire qu'il y a seulement 32% des personnes vivant avec le VIH-Sida qui accèdent aux médicaments. Ça suppose qu'il y a une grande partie qui n'est pas encore prise en compte. Est-ce qu'on pense un concept pour que ceux qui ne sont pas touchés puissent aussi être pris en compte bientôt pour ne pas que la prévalence puisse s'enfler une fois de plus? Oui, bien sûr. La RCA a fait partie, en 2017, est rentrée dans le plan de rattrapage. C'est un plan qui a été mis en place par l'ONU-SIDA pour les pays qui étaient un peu en retard, comme la RCA, avec les personnes qui n'étaient pas encore sous traitement. Donc du coup, avec le ministère de la Santé, on est en train de mettre des différentes stratégies, que ce soit des plans villes et VIH, tous ces plans-là, pour ensuite rentrer en contact avec ces personnes qui vivent avec le VIH et qui n'ont pas accès au traitement. Il y a également aussi les personnes qui étaient dans les zones de conflit, qui n'ont pas eu accès à leur traitement pendant longtemps. Donc l'ONU-SIDA, avec ses partenaires, s'appuie beaucoup sur les ONG nationales ou internationales pour aller à la rencontre de ces personnes-là, de ces populations-là, pour qu'ils aient un accès au traitement. On fait aussi des campagnes de dépistage pour qu'il y a des gens aussi qui vivent avec le VIH mais qui ne sont pas au courant. Donc ça aussi, il y a des sensibilisations. Donc vraiment, on adopte diverses stratégies parce qu'on ne peut pas adopter une seule et même stratégie. Ça dépend aussi des régions et autres. Mais vraiment, tout est mis en œuvre avec nos partenaires du ministère de la Santé, avec le CNLS. Des choses sont en train d'être faites. Pour que quelqu'un puisse penser aller prendre les médicaments et pouvoir être dans l'observance, il faut que la personne connaisse son statut sérologique. Je crois que c'est la moindre logique. Oui, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les structures de dépistage sont disséminées ou bien sont suffisamment présentes pour que les personnes puissent y aller et connaître leur statut sérologique avant de voir s'ils peuvent aller prendre les médicaments, oui ou non? Quelle en est la situation à ce jour? Bon, la situation à ce jour sont que dans l'offre de dépistage se fait dans les centres de santé du pays. Donc dans les centres de santé, vous pouvez aller vous demander à vous faire dépister. Il y a également les différentes organisations, comme je vous ai dit, que quand ils vont à l'intérieur du pays, quand ils mettent sur leurs activités, ils offrent toujours les offres de dépistage. Donc dans les centres de santé, les offres de dépistage sont là. Au niveau des organisations, ils sont dotés aussi des kits de dépistage. Des ONG sont dotées des kits de dépistage. On a aussi les ONG internationales qui sont comme les MSF et autres, qui sont partout dans le pays, qui offrent aussi la possibilité de se faire dépister. Bon, parlons un tout petit peu, si vous voulez, de créer l'environnement protecteur pour quelqu'un qui vit avec le VIH-Sida, pour les jeunes, pour les femmes enceintes. Comment est-ce que cela est possible? Qu'est-ce qui se fait au niveau de l'ONU-SIDA pour que cela soit réalité? Donc l'ONU-SIDA travaille vraiment beaucoup sur ce domaine-là, pour lutter de la stigmatisation et la discrimination, parce qu'on s'est rendu compte que les personnes stigmatisées, discriminées, qui vivent avec le VIH, à la fin, ils arrêtent de prendre leur traitement, ils s'auto-stigmatisent, ils sont découragés parce qu'ils se sentent rejetés par leurs proches, ils se sentent rejetés par la communauté, ils se sentent rejetés même au niveau dans les centres de santé.
Ça nous remonte souvent que même les personnes qui vont chercher leur traitement dans les centres de santé, là où ils devraient être bien accueillis, là où ils devraient être même choyés, bon voilà, c'est là même où ils sont le plus discriminés. Donc vraiment, on a essayé de créer, donc on essaie par différentes stratégies. On a mis en place une plateforme de la société civile qui comprend diverses composantes de la société, que ce soit les religieux, les ministères et les différentes associations. Et dans cette plateforme, on a une feuille de route et des activités qui sont prévues. Voilà. Comme par exemple, on travaille avec une association qui s'appelle Angifas. Eux, ce qu'ils doivent faire, en fait, leur activité, c'est d'aller dans les centres de santé, de mettre des observateurs. On les appelle les observateurs communautaires. Ces observateurs-là vont observer, justement, voir ce qui ne va pas dans les centres de santé. Ils vont remonter des rapports au niveau du ministère et des différents partenaires comme nous. Et on va voir que, par exemple, dans ce centre de santé-là, les gens sont mal accueillis. Donc, ils ne sont pas protégés, donc ils vont arrêter leur traitement. Donc ça va nous aider également à protéger les personnes vivant avec le VIH. On a également aussi la loi VIH. On avait une loi, la loi VIH de 2006 qui a été votée en RCA. Vous voulez vous rappeler le contenu de le libellé de cette loi-là? Donc c'est la loi œuvrant à la protection des personnes vivant avec le VIH, qui a été votée par différents pays en Afrique et en RCA, elle a été votée en 2006. Ouais. Donc cette loi a été vue, l'évolution de 2006, c'était avant la crise, avant beaucoup de choses qui se sont passées. Donc ce qu'on a fait en 2017, cette loi a commencé à être vue. Là, au niveau pour se mettre à jour avec tout ce qui s'est passé, comme les VBG, toutes les autres atrocités que les personnes avec le VIH ou les femmes, les choses comme ça, la criminalisation de certaines. Donc, on est en train cette loi a été remise à jour et là, elle est au niveau de l'Assemblée nationale. Et nos activités, parallèlement à cette loi, ça va être de former les parlementaires sur cette loi, de former les juges sur cette loi, de former les associations comme les associations des femmes juristes sur cette loi. Comme ça, s'il y a des personnes qui vivent avec le VIH et qui sont stigmatisées ou discriminées, on peut toujours se reporter à cette loi. Il y a cette loi qui les protège. Donc cette loi est vraiment très importante. Voilà, nous savons qu'il y a des professions qui sont parfois aussi dangereuses. Ou quand on l'exerce, on n'est peut-être pas chez soi et on est obligé de si vous voulez, de se libérer, de se mettre aussi à l'aise, et ça peut favoriser aussi la survenue du VIH-Sida. Est-ce que vous avez des programmes spécifiques, par exemple pour les camionneurs, par exemple pour les hommes en tenue, par exemple pour, que sais-je encore? Est-ce qu'il y a un programme? Oui. Donc oui. Ça, donc aussi, on a un plan stratégique national qui va être revu d'ailleurs, qui finit en 2020, qui va être revu. Et dans ce plan stratégique national, il y a exactement des stratégies qui sont faites pour ces types de populations. Parallèlement aussi, on travaille également avec des différentes ONG qui rentrent en contact avec les taxis-motos, les transporteurs, les camionneurs pour faire de la sensibilisation, de la distribution de préservatifs, et des fois même on leur offre aussi des possibilités de se faire, quand ils le veulent, des tests de dépistage volontaire et gratuit. Donc effectivement les stratégies pour ces types de populations sont prévues. L'ONU-SIDA également en octobre 2018, avec ses partenaires, a signé un protocole d'accord avec le ministère de la Défense. Donc ce protocole d'accord avec le ministère de la Défense tend à faire des formations de sensibilisation, de prévention sur le VIH et les VBG. Et on a déjà commencé d'ailleurs, il y a plus de 300 hommes qui ont été formés du bataillon amphibie, qui ont été déployés il n'y a pas très longtemps, qui ont été formés avant leur déploiement. Ils ont été formés à la transmission du VIH, à comment ça se transmet, comment se protéger, ou aller dans les secteurs où ils sont, s'ils ont eu une activité un peu à risque et autres, ils peuvent aller se renseigner. Enfin, vraiment, on a mis tout le cadre, qu'est-ce qu'un VBG? Parce que des fois, des hommes peuvent avoir des attitudes envers les femmes, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire des VBG.
Voilà, ils disent non, c'est la coutume également. Mais faire violenter une femme, ce sont des VBG. Donc ils ont aussi eu, comme ça s'appelle, des cours dessus. Qu'est-ce qu'un VBG, comment ça doit se comporter, et tout. Donc au niveau aussi des hommes en tenue, nous travaillons et nous allons continuer à faire ça avec d'autres corps habillés. Bon, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de notre émission. L'ONU-SIDA, au jour d'aujourd'hui, avec son plan stratégique, avec tous les mécanismes mis en place, est-ce que vous pensez que dans 5-10 ans, le VIH-SIDA va progresser ou bien va régresser en République centrafricaine? Non. Quand vous regardez les statistiques de la République centrafricaine d'il y a 10-15 ans, le VIH n'a fait que régresser. Donc avec toutes les stratégies qui sont mises en place, avec toutes les actions qui sont faites par l'ONU-SIDA, par le ministère de la Santé, par le CNLS, par le NFPA, par tous les partenaires, le VIH-SIDA ne peut que régresser en RCA. Et de plus en plus, lorsqu'on fait des activités de prévention, on s'adresse aux jeunes, mais aux jeunes, aux étudiants, aux lycéens. Donc ces jeunes-là vont avoir l'information. Ils vont savoir comment se prémunir. Ils vont connaître les conséquences de la maladie. Donc, je pense que vraiment, ça ne peut que régresser. D'autant plus qu'avec le plan de rattrapage, nous sommes en train de mettre les gens sous traitement. Il faut savoir que quand une personne vivant avec le VIH prend correctement son traitement là, sa charge virale est indétectable. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus transmettre la maladie. C'est pour ça qu'on tient vraiment à ce que les gens observent bien la prise de leur traitement. Donc, avec toutes ces actions et ces activités, je pense qu'en RCA, je ne sais pas si ça va totalement disparaître, mais en tout cas, ça va diminuer drastiquement. Merci Charlène donc pour cet élément de réponse. Le VIH-SIDA va diminuer drastiquement en République centrafricaine. Donc nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission. Au jour d'aujourd'hui, nous repartons avec le NFPA. Vraiment au jour d'aujourd'hui, avec toute la stratégie développée par le NFPA, comment est-ce que les inégalités, vous devez nous dire au jour d'aujourd'hui, les inégalités vont être réduites de quelle manière d'ici 5 ou 10 ans avec l'action que vous menez au niveau de votre agence? Ok, je voudrais d'abord commencer par dire que les inégalités constituent un grand frein au développement. Et ce n'est pas pour rien que ça fait l'objectif 10 de ce qui a été adopté à New York en 2015. Au niveau de l'UNFPA, nous avons cette responsabilité de faire en sorte que la pyramide des âges de la population puisse changer. Comment? Je vais parler ici du dividende démographique. Je devais l'évoquer au tout départ, mais je vais aller plus vite. En fait, nous soutenons le gouvernement dans le cadre de l'accélération de la croissance économique, suite à la baisse consécutive de la fécondité et de la mortalité. Lorsque nous prenons le cas de la RCA, vous savez, pour prendre seulement le cas de la mortalité infantile, elle est très élevée. Elle est à plus de 110%, 110 décès pour 1000 naissances du enfants. Pour le cas de la mortalité maternelle, la RCA occupe pratiquement le peloton de tête en termes de mortalité maternelle. Ce n'est pas normal pour qu'une femme, quand elle veut donner la vie, donner le sourire à une famille, parce que donner naissance, c'est le sourire pour la famille. Une occasion de joie au sein de la famille. Voilà. Donc, pour que cette femme-là puisse décéder. Donc, nous travaillons pour que, en fait, toutes les naissances soient désirées. Et que tous les accouchements soient sûrs. Ça, c'est déjà ce que nous faisons de manière concrète. Et en termes de dividendes démographiques, en ce moment, lorsque toutes les actions que nous menons, ça permet de faire en sorte que le pourcentage de la population en charge, c'est-à-dire les moins de 15 ans et les plus de 60 ans, puisse être soutenable par la population qui travaille. Donc, or, actuellement, c'est le contraire. C'est le contraire. Et pour le faire, il faudrait qu'on puisse agir. Pour la RCA, on doit agir sur la fécondité qui est très élevée. Actuellement,
les statistiques indiquent que une femme met en moyenne 6,2 enfants avant d'atteindre la fin de sa vie génétique, pour parler technique. Et là, c'est une charge pour l'enfant. Les conséquences sont énormes. Une femme qui fait 6 enfants, en moyenne, ça signifie quoi? Qu'elle n'a pas la possibilité d'avoir une bonne santé, qu'elle n'a pas la possibilité de produire, et elle n'a pas la possibilité aussi d'aller à l'école, avoir un diplôme et donc avoir des emplois décents. Donc nous faisons en sorte que, à ce niveau, il faudrait que, que la fécondité soit maîtrisée à travers la planification familiale. Deuxième élément, là où nous travaillons, c'est que les jeunes puissent disposer de leur capacité, disposer de leur capacité. Et lorsque nous allons inverser la tendance, nous allons avoir plus de personnes qui travaillent, et ces personnes qui travaillent vont réaliser l'épargne, ils vont épargner, et on dit que l'investissement égale l'épargne. Donc en ce moment, on peut aller vers la croissance économique, et si la croissance économique est bien distribuée, en ce moment, on peut réduire les inégalités. Donc, comme le temps ne nous permet pas de trop développer, voilà, nous travaillons dans ce sens, et ça, nous veillons au grain chaque jour. Voilà, donc merci. L'UNFPA veille au grain. C'est sur ce justement que prend fin c'est cette émission, cette table ronde, cet entretien, donc qui est réalisé, je le rappelle, dans le cadre de la célébration de la journée des Nations Unies, qui va intervenir demain. Nous avions aujourd'hui traité donc de l'ODD numéro 10 qui parle de la réduction des inégalités, et sur le plateau nous avions eu monsieur Raymond Goula qui est assistant du représentant de l'UNFPA. Raymond Goula, une fois de plus bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu. Je vous remercie également. Voilà, et nous avons aussi Shannon qui est venu, qui est chargé de programme au niveau de l'ONU-SIDA et qui a représenté cette institution ici. Shannon, merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir invités. Voilà, je suis Bernard Guiwa pour animer cet entretien. Donc, nous fixons rendez-vous très prochainement à nos auditeurs sur un autre objectif.